Et je voudrais appeler Monsieur Houdeville ici pour justement pourquoi ? Parce que l'ordre des communications est un ordre très précis que j'ai souhaité. Pourquoi un ingénieur acousticien qui est du bureau extrêmement connu de Jean-Paul Lamoureux. Vous savez, Jean-Paul Lamoureux, c'est un des plus grands bureaux d'acousticiens du monde. Voilà. Et pour une fois, c'est pas des Japonais. C'est pas moi qui l'ai dit. c'est pas là. Mais je les connais aussi. Hein. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je m'appelle Thibaut Houdeville, donc je travaille pour Jean-Paul Lamoureux, moi depuis une petite dizaine d'années. Monsieur Lamoureux, par contre, lui est acousticien depuis un peu plus de 40 ans maintenant. Donc j'ai même à la limite même pas d'introduction à faire sur le fait que voilà, le son se propage évidemment dans l'air, donc le lien avec le thème est déjà tout trouvé. Je vais juste revenir un peu sur la distinction qu'on peut faire entre le son et le bruit. Le son ayant un peu plus une connotation positive, on va dire. Le bruit, évidemment, non. Donc là, ce que je vais présenter, pour le coup, les quelques exemples que je vais vous présenter vont être un peu plus pencher du côté du son et un peu moins du bruit, même si, voilà, dans notre métier, pour le coup, les deux sont importants, les deux sont gérés de manière complètement différente. Voilà, les deux sont de toute façon au centre de l'activité. Bon, je ne vais pas me présenter plus longtemps. Globalement, ce que je veux vous montrer, voilà, donc articuler un petit peu toute ma présentation au sein de quelques projets dont certains vont vous rappeler peut-être quelque chose, pour montrer un petit peu le travail qu'on peut faire nous dans justement l'approche du son d'un bâtiment, d'une salle ou d'un espace extérieur, puisque pour le coup on va essayer de distinguer un peu ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'un bâtiment et ce qui s'en passe à l'extérieur. C'est un peu le thème d'ailleurs que vous verrez dans le programme. Donc au travers, là, alors on va peut-être pas les balayer tous, à la limite, c'est si vous avez des questions sur des projets particuliers, on pourra y revenir. Mais voilà, cette petite sélection de projets sur lesquels Jean-Paul Lamoureux a travaillé. Évidemment, certains ont été faits avant que moi je commence à travailler, donc je ne parle pas de première main, mais bon, ça reste quand même des projets emblématiques dont on a beaucoup discuté. À titre très personnel pour le coup, et c'est très bien d'ailleurs que vous en parliez, moi j'ai pu travailler sur la fin des travaux de la Maison de la Radio. Alors je dis la fin des travaux, je mens un petit peu, puisqu'il y a encore des travaux qui sont en cours. Nous ne sommes pas sur cela, mais voilà, on a participé en tout cas aux grands travaux de rénovation de la Maison de la Radio, la création notamment du grand auditorium, la rénovation du 104, etc. Et puis toute la création des locaux. Mais ça, à la limite, je vais y revenir. Donc, le premier, donc, que vous avez vu dans le programme, qui est la Comédie Française, que je suppose tout le monde connaît, vous y êtes déjà allé. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont abonnés à la Comédie, ils vont très régulièrement, ont peut-être pu voir un peu l'évolution de cette salle, parce qu'il faut garder à l'esprit que donc elle a été construite fin 18e, et globalement elle a connu des rénovations tous les 20 ans, à peu près. À l'échelle, dans le milieu, on va dire, des salles de spectacle, ça reste quand même des rénovations assez régulières, très régulières, et qui n'ont pas forcément été toutes faites avec le souci acoustique malheureusement un peu au centre du débat. Notamment, et c'est l'image que vous verrez au milieu, les travaux de rénovation de 1974 qui ont vu, entre autres, réaménagement de la salle, suppression de l'allée centrale, l'ajout dans toute la salle de moquettes au sol et de d'amas, donc de tissu avec un petit absorbant derrière. Ce qui peut être très joli, ce qui peut potentiellement... L'idée de base, c'était d'essayer de limiter un petit peu le bruit que font les gens quand ils rentrent et sortent de la salle pour éviter que ça ne dérange les représentations, ce qui est très louable, effectivement. Mais ce qui a eu pour effet pervers de modifier quand même fondamentalement, en plus de la réorganisation de la salle, mais de modifier fondamentalement la réponse acoustique de celle-ci. Le problème, c'est que le théâtre est quand même... se repose beaucoup sur l'acoustique d'une salle, particulièrement celle-ci, vu qu'elle est connue, reconnue, et elle a quand même un vécu assez impressionnant. Eh bien, le problème, c'est donc qu'ils ont modifié cette réponse-là et ils l'ont. Alors, dans notre milieu, on parle d'assécher, de rendre un petit peu mat cette salle-là. En gros, ils ont rajouté tellement d'absorption que la durée de réverbération, qui est donc la durée au-delà de laquelle, après une extinction d'un son, au-delà de laquelle, pour le coup, on n'entend plus ce son, cette durée de réverbération-là a été profondément modifiée et beaucoup diminuée par rapport à. Alors, on pourrait parler à la salle de base, mais rien que même avant travaux, ce qui a modifié. Évidemment, le confort des spectateurs. Alors certes, ils faisaient plus de bruit quand ils sortaient et rentraient dans la salle pendant les représentations, mais ils entendaient aussi peut-être moins bien les comédiens parce que
plus une salle est absorbante. Alors là, c'est un très mauvais exemple parce que j'ai pas du tout d'effort à faire vu que j'ai un micro et que c'est le système de sonorisation qui fait le travail, ce qui est très bien. À l'époque, ça n'était pas le cas, surtout pour la Comédie Française. Maintenant, c'est un peu moins vrai, mais en tout cas, voilà, les représentations étaient quand même pas amplifiées. Ce qui a donné lieu donc au fait que, pour le coup, les gens un peu plus loin dans la salle ou à des endroits un peu plus morts, forcément, entendent moins bien. Et autre impact, c'est aussi pour les comédiens eux-mêmes, puisque le comédien, l'art, c'est pour ça qu'on parle d'art vivant quand même, le comédien a aussi besoin d'avoir ce qu'on appelle un retour de salle, donc cette énergie, cette part de l'énergie qui revient depuis la salle, qui est aussi très importante pour le jeu, qui fatalement s'en est retrouvé quand même bien amoindri. Et donc nous, quand on est intervenu avec donc Monsieur Bottineau, qui était l'architecte monument historique en charge de cette rénovation dans les années 2010, l'idée principale qui a piloté vraiment tout, alors il y avait aussi un sujet de ventilation, etc., mais bon, ça à la limite c'est autre chose, mais l'idée principale c'était d'essayer de rendre cette voix à la Comédie Française, donc à la salle Richelieu, qu'elle avait perdue depuis ces années-là. Globalement, ça a été plutôt simple dans les faits, en tout cas simple dit comme ça, c'est supprimer un peu tout ce qui avait été rajouté et qui ne servait pas et participait plutôt à réduire la durée de réverbération. Donc, supprimer les moquettes, supprimer tous ces damas, donc les tissus absorbants sur toutes les parois verticales. Alors je suis désolé, les photos sont petites, mais si vous regardez sur celle qui est à votre droite, on retrouve le parquet sombre de la Comédie Française. Il faut imaginer que voilà, ça a été l'idée a été ça, de supprimer tous ces revêtements absorbants qui ont malheureusement un peu fait perdre de sa voix. Effectivement, quand vous ajoutez le son assourdi et l'inarticulation, c'est le moment où je n'articule pas, eh bien, effectivement, on n'entendait plus rien. On ne faisait plus que voir à la Comédie Française. Voilà, c'était la monstration. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle une monstration. Et ce n'était plus une écoute. Voilà, ce qui est un problème par rapport au langage. Et c'est d'autant plus vrai d'ailleurs, c'est vrai qu'on j'en ai pas parlé, mais on peut dire très rapidement qu'aussi la façon de jouer des comédiens a évidemment beaucoup changé. On ne déclame plus comme on le faisait même début du XXe siècle. Donc forcément, ça a changé aussi l'expérience même sonore qu'on peut avoir même en tant que public dans cette salle-là. Donc évidemment, voilà, les travaux ont été bénéfiques. Est-ce qu'on peut résumer en disant qu'il y a trop de bruit et pas assez de son ? C'est ça. Alors oui, pour cette salle-là, il y avait peut-être pas assez de son juste. C'était le seul défaut. Parce qu'après, il y a eu, bon, j'en ai pas parlé, mais voilà, il y a eu tous les travaux plutôt pour la ventilation de la salle, le chauffage et climatisation. Là, l'idée, c'était aussi d'éviter d'apporter du bruit dans une salle où il n'y en avait pas, tout en garantissant quand même un minimum de confort. Donc on a essayé pour le coup, enfin pas essayé, on a réussi à éviter le bruit en rajoutant du son. Voilà. Donc le son et le bruit sont des ennemis ? Pas forcément. Bon, on va sortir un petit peu de ce cadre de présentation-là, mais par exemple, alors je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans des bureaux, dans des grands immeubles de bureaux, des grands plateaux plutôt récents. En France et en Europe de manière générale, quand on pense, alors pour le coup, la performance acoustique d'un plateau de bureau, on pense à éventuellement la correction justement de cette réverbération dans ces plateaux-là et peut-être aussi à l'isolement de certains bureaux vis-à-vis des autres, faire en sorte que les gens ne s'entendent pas, éventuellement même qu'il y ait de la confidentialité pour certains bureaux ou certaines salles de réunion. En Europe, généralement, la façon qu'on a d'approcher cette problématique-là, c'est de créer une coque dont la performance ou l'isolement vis-à-vis du reste est suffisante pour permettre cette confidentialité-là. Nos amis anglo-saxons ont une approche qui est un petit peu différente. Alors de toute façon, voilà, ils créent une enveloppe avec une performance un peu pertinente quand même, mais surtout, ce qui est vrai, hein, ils considèrent aussi que globalement, à performance équivalente, mettons, d'un bureau, si je suis donc, à l'extérieur de ce bureau-là, qu'il y a une réunion qui se tient, auquel je ne suis pas censé participer, si je suis donc à l'extérieur de ce bureau-là et qu'il n'y a aucun bruit, j'entendrai beaucoup plus facilement ce qui se passe dans ce bureau-là, comparativement à une situation où je suis dans un plateau qui est extrêmement bruyant, ou je sais pas, un hall de gare, où le bruit ambiant hors de ce bureau-là fait qu'en fait, je n'entends plus grand-chose de ce qui se passe dedans. L'approche anglo-saxonne, c'est ça, c'est avoir une coque qui a un isolement un peu performant et aussi permettre d'avoir un bruit en dehors de cette coque-là qui permette d'avoir la confidentialité dont on parlait juste avant. Donc on peut utiliser le bruit pour, comme vecteur, comme de performance acoustique de certains espaces. Jeu subtil. C'est ça. Alors, je reviendrai à la limite, c'est si vous avez des questions sur des projets particuliers, il y aura de toute façon peut-être des questions. Je vais juste présenter très rapidement, Radio France, on pourrait en parler, mais voilà, à la limite on peut en reparler après.
Petit exemple, soit très rapide, pardon, s'il y arrive, où là pour le coup, donc c'est la salle Pleyel. Donc l'objectif était inverse par rapport à la Comédie Française, où là l'idée c'était de rendre un petit peu cette réverbération aussi vivante qu'elle n'avait pu l'être avant. Là pour la salle Pleyel, c'était un enjeu inverse, puisque malheureusement pour la salle Pleyel, la Philharmonie de Paris ayant été achevée dans ces années-là, mi-2010, cette salle-là n'a plus eu vocation à accueillir ce qu'on appelle de la musique savante, donc la musique classique, la musique philharmonique. Donc il a fallu la modifier un petit peu. Alors c'est une salle qui a aussi connu beaucoup de travaux, notamment vis-à-vis de son acoustique, essayer d'en avoir une la plus vivante possible justement pour cette musique savante, qui n'a donc plus été d'actualité dès lors que toute cette musique-là allait être produite, quoi qu'il arrive, à la Philharmonie de Paris. Donc là pour le coup l'enjeu ça a été l'inverse. C'est de rendre cette salle-là la plus mate possible pour accueillir des manifestations qui sont plutôt ce qu'on appelle avec musique amplifiée, des concerts un peu plus populaires, rock, etc. Ce que la salle ne permettait évidemment pas avant les travaux. Et donc c'est la petite image que vous voyez donc avec plutôt les thèmes sombres et que vous avez certainement déjà vu pour plein de cérémonies qui peuvent se passer, ou plein de concerts même qui peuvent se passer là. Ça a été le rendre la salle la plus mate possible, avec la réverbération entre guillemets la plus courte possible, pour permettre ce genre de manifestation. Et comment faites-vous ? Globalement, on fait ce qui a été fait à la Comédie Française, mais en le travaillant un petit peu plus. On sait maintenant qu'une salle de musique amplifiée, et alors ça va rejoindre un petit peu ce dont on parlait juste avant sur le problème d'audition. Malheureusement, ces 10 dernières années, voire un peu plus, le niveau sonore des concerts musique amplifiée a beaucoup augmenté. La réglementation, elle, a essayé de serrer un petit peu la vis, mais le niveau des concerts a beaucoup augmenté, et notamment son contenu en basse fréquence. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés voir des concerts très récemment, mais même moi, qui suis pas si jeune, mais pas si vieux, honnêtement, ça m'a un peu choqué, à tel point que, maintenant, beaucoup de concerts, en fait, ont tellement d'énergie en basse fréquence. Alors, ça va peut-être pas vous parler, mais je sais pas si le spectre sonore vous parle un petit peu, les basses, moyennes et hautes fréquences. Le spectre qu'on peut mesurer maintenant sur ce genre de concert, là où avant il était peut-être un petit peu équilibré avec un peu moins d'énergie en haute parce que c'est ce qui accroche le plus, globalement maintenant, je pars à très fort niveau en basse fréquence, et puis plus j'augmente le spectre, plus je baisse. C'est vraiment ça, c'est une pente comme ça, on peut le tracer, alors j'aurais pu vous montrer des images. Mais donc ça veut dire que ce qu'on a à traiter comme son et à absorber, justement pour éviter que non plus que ce soit innommable comme confort, et aussi pour limiter l'impact vis-à-vis de l'extérieur, parce que ça aussi on pourra en parler, il faut des traitements absorbants qui soient capables d'absorber cette énergie-là en basse fréquence. Et la physique étant ce qu'elle est, on y est tous soumis, le son particulièrement, pour absorber donc des basses fréquences qui ont des longueurs d'onde, alors désolé si c'est un petit peu technique, mais donc des longueurs d'onde qui sont un petit peu plus grandes, il faut forcément des matériaux absorbants qui ont aussi des dimensions un petit peu plus grandes. Et donc là, pour la salle Pleyel, mine de rien, le volume a été quand même un petit peu modifié parce qu'il a fallu rajouter des éléments avec un certain volume suffisamment important pour permettre d'absorber ces basses fréquences-là et d'avoir une salle qui réponde quand même suffisamment bien à sa nouvelle utilisation. Oui, d'ailleurs, quand on va dans la salle de répétition de l'Opéra Bastille, qui est un lieu qui n'est pas accessible au public, mais qui est très très intéressant, elle est toute petite parce que les matériaux absorbants, parce qu'il faut reconstituer la salle, la grande salle, et avoir les mêmes effets. Eh bien, effectivement, les chanteurs ne peuvent pas, disons, pousser la voix. Il y a des fréquences qui sont insupportables s'il n'y a pas une extrême absorption, et cette extrême absorption se traduit par des épaisseurs de ce type-là. C'est-à-dire que il n'y a plus de place pour le volume intérieur. Tout est pris par cet équipement. C'est ça. Quels sont les matériaux absorbants les plus performants et d'où viennent-ils et qui les fabriquent ? Alors, après ça peut-être un avis personnel, mais globalement, le plus simple et le mieux. Et une bonne épaisseur de laine minérale bien dense, ça marche très 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 bien. Très honnêtement, c'est vraiment le plus simple qui existe. On en produit en France, fort heureusement, avec plein de produits différents. Le seul sujet qu'on a, en fait, c'est plutôt qu'est-ce qu'on met devant cet élément-là pour éviter de l'abîmer et que ce soit quand même un petit peu joli. C'est à la limite peut-être plus ce sujet-là qui est un peu contraignant. Mais globalement, il y a des matériaux qui sont très simples. On entend beaucoup, on peut voir beaucoup des gens qui proposent de corriger ou d'améliorer l'acoustique d'une salle ou d'améliorer son isolation. D'ailleurs,
petite confusion d'ailleurs sur les deux, en rajoutant des boîtes d'œufs au mur. Je pense que tout le monde a entendu ça. Effectivement, c'est un matériau absorbant qui a une performance assez limitée, mais c'est un matériau absorbant. Globalement, la quasi-totalité des matériaux qu'on peut avoir ont des propriétés d'absorption. Alors évidemment, les fauteuils, là par exemple, sont plutôt très absorbants. Ce qu'on peut voir au mur, normalement derrière nous, ça doit être assez réfléchissant. On peut faire de l'absorption avec tout. Le mieux, là encore, voilà, le mieux pour moi, c'est la laine minérale, qui est quand même un produit très simple et qui se met partout. Mais la laine minérale, là, je parle aux spécialistes de l'air, y compris aux professeurs, n'est-elle pas, à respirer, est-elle de bonne qualité? Très bien. Et ben justement, tiens, on va pouvoir parler. On va pouvoir parler de la maison de la radio, qui a. Alors, je ne sais pas quel volume de laine minérale il y a dû avoir installé dans ce bâtiment-là, mais un des sujets qu'il y a eu, c'est justement la qualité de l'air dans les studios qui sont pour la plupart aveugles ou en tout cas quasi tout le temps fermés avec juste une ventilation mécanique, et notamment donc le sujet des formaldéhydes dans ces locaux-là. Sujet qui n'avait peut-être pas forcément été bien cerné, en tout cas au début des travaux, mais bon, ils se sont bien rendus compte que c'était très important. Et pour le coup, il a fallu trouver des produits qui génèrent moins ou le moins possible de formaldéhyde. Ce qui a été le cas pour le coup, parce que les fabricants se sont aussi un peu pliés à ce jeu-là et ont réussi à trouver. Alors c'est pas tant le produit lui-même, la laine, mais bon, ce sont tous les liants, tous les produits qu'on rajoute pour avoir un produit fini qui se tienne, qui soit manipulable. Parce que bon, l'idée c'est quand même de le mettre sur un chantier. Et donc trouver ces produits qui permettent de limiter un peu cet apport de formaldéhyde-là. Et maintenant, la totalité, je crois que même pas que pour la maison de la radio, pour beaucoup, si ce n'est la totalité des bâtiments qu'on construit, c'est un sujet. Alors après, il y en a peut-être qu'on oublie, très certainement, mais en tout cas, c'est un des sujets qui impacte le choix de matériaux. Non, peut-être que le formaldéhyde disparaît au fil du temps. C'est-à-dire que là, effectivement, on est sur une table qui paraît, oui. Avoir émis le formaldéhyde, mais si la salle est ancienne, on en aura moins dans l'air. Donc les premiers utilisateurs sont les premiers pollués. Voilà, c'est ça. C'est bien. Inaugurons. Je vous laisse continuer. Ça. Non, mais c'est pas juste pour finir sur le sujet. Si vous voulez, ça a été à tel point quand même qu'il y a eu 2 étages de. Alors, je sais pas si l'organisation de la maison de la radio vous parle, mais il y a, on va dire, 3 grands corps de bâtiments. Il y a la grande couronne qui est la partie circulaire vraiment qui fait l'extérieur, dont on voit la façade là. La petite couronne qui est même forme de bâtiment mais l'intérieur, et puis ce qu'on appelle la radiale, qui est un bâtiment qui est le plus haut, qui relie les deux. Et au sein de la petite couronne, les 2 derniers étages de cette petite couronne-là n'ont pas été utilisés, justement, entre autres, mais je crois que c'était le sujet principal, justement parce qu'en fait, les gens ne se sentaient pas bien dans ces salles-là. Donc il y avait ce sujet de formaldéhyde et aussi un autre sujet de ventilation, mais ça a quand même impacté 2 étages complets qui n'ont pas pu être utilisés pour ces raisons-là. Donc, qui sont vides. Qui maintenant sont repris, fort heureusement, ce qui on a refait des travaux sur les travaux qui avaient été faits. Ce qui a permis aussi de modifier un petit peu l'usage, mais entre autres pour reprendre donc tous ces matériaux-là et reprendre aussi le système de ventilation pour avoir quelque chose qui permette, même à la livraison, d'avoir des locaux cohérents et sans trop d'émissions de formaldéhyde. Alors le problème, je suis désolé s'il y a des gens de la maison de la radio qui vont écouter ça, mais le problème c'est que nous on s'est attaché à résoudre cette problématique-là, mais ils ont effectivement, comme vous le disiez, intégré tout un tas de mobilier qu'ils ont créé eux-mêmes en contreplaqué, etc., pour ajouter tout un tas de formaldéhyde dans un local qui n'en avait pas forcément beaucoup. Mais bon. De toute façon, je vais peut-être vous laisser la place aussi à mes camarades. Mais oui, l'air extérieur. Voilà. On va juste faire une petite transition à la limite avec l'air extérieur, avec un exemple, qui permettra après de parler du dernier sujet. On a parlé beaucoup donc de ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments, mais évidemment je vais parler un petit peu de l'isolement d'une salle comme la salle Playel, sachant qu'elle changeait d'activité et limiter son impact pour les riverains les plus proches. Une autre approche aussi, un autre des sujets dont on peut s'occuper chez nous dans beaucoup de bureaux d'études, c'est l'impact de l'environnement extérieur sur le bâtiment lui-même et sur éventuellement les espaces extérieurs qu'on souhaiterait un peu rendre nobles ou pacifiés. Et par exemple, là, le musée du Quai Branly, sur lequel on a pu travailler, je pense que tout le monde voit où il est placé, tout le monde a un peu une idée de l'impact que ça représente, du bruit que ça peut représenter, et encore, là ça a changé ces dernières années, mais bon, à l'époque de la construction, la circulation était encore différente. Là, le sujet, ça a été justement de traiter du bruit, là on parle plus de son, on parle de bruit, et de limiter ce bruit et son impact sur le bâtiment et sur des espaces extérieurs qui étaient censés être utilisés. Donc là, vous voyez une photo
de chaque côté de ce mur-là qui a été créé. L'idée, c'était vraiment ça, c'est créer un espace extérieur pacifié en ayant quelque chose qui ne ressemble pas à un bunker, parce que on peut évidemment s'isoler de tout avec une paroi en béton suffisamment épaisse, mais c'était peut-être pas l'idée non plus. Donc là, la solution, ça a été de mettre un écran pour essayer de séparer un petit peu les deux, et qui, a priori, fonctionne plutôt bien, puisque ça permet d'avoir un espace extérieur qui est utilisé, qui fait partie vraiment de ce parcours muséal, alors qu'on a une voie circulante assez importante juste à côté, quoi. Je pense que et comment avez-vous fait les essais? Comment avez-vous simulé et de quoi là cet écran est capable? Comment baisse-t-il les fréquences, les basses fréquences et tout ça? Alors, si vous voulez, pour le dimensionnement d'un ouvrage comme cela, la première étape, c'est toujours de savoir un peu ce qu'on doit traiter. Donc la première étape, là, ça a été de faire des mesures, parce qu'on sait que c'est circulant, mais bon, encore faut-il savoir à quel point. Donc on fait une mesure un peu longue durée pour avoir une idée du niveau sonore, éventuellement de son évolution, si jamais il y a des périodes de pic. Ça, c'est la première étape. La seconde, c'est ensuite, heureusement maintenant, on a quand même des outils numériques qui sont assez développés et qui permettent de modéliser un environnement avec ses sources de bruit, sa géométrie, ses caractéristiques d'absorption s'il y en a, pour monter cet écran-là artificiellement, donc dans ce modèle, et voir un peu l'impact que ça a en fonction. Donc, ce qui va surtout impacter son efficacité, c'est évidemment la hauteur et la couverture de cet écran-là, un petit peu son matériau, parce que on peut faire un écran avec une toile simple, on se doute bien que ça va être beaucoup moins efficace que là l'écran verrier qui a été mis en œuvre. C'est un verre particulier? Alors, la composition du verre a eu quand même une vue acoustique, mais ça a été surtout en termes de mise en œuvre déjà de résistance aux éléments extérieurs, et puis surtout en termes de tenue, parce que mine de rien, le mur monte quand même assez haut. L'idée, c'est pas que ça tombe sur les gens qui cheminent juste devant ceux qui branlent. Donc en fait, pour le coup, l'acoustique a demandé une certaine épaisseur, une certaine composition de vitrage, mais qui a été largement dépassée par les règles de l'art en termes de montage de ce genre d'ouvrage-là, où pour le coup, les verres sont obligatoirement épais, obligatoirement un peu sécurisés. Donc il y a eu un dimensionnement acoustique, mais qui a été de toute façon dépassé par le dimensionnement sécuritaire, on va dire, et même juste de facilité de mise en œuvre de cet ouvrage-là. La petite subtilité, par contre, alors vous avez peut-être pu vous rendre compte, c'est que cet écran-là n'est pas étanche. Il faut regarder un peu dans le détail, mais il n'est pas étanche. Techniquement, vous pourrez voir au droit de chaque poteau qui porte cet écran-là, les vitrages ne sont pas jointifs. Ça n'est évidemment pas ce qu'il lui fallu faire d'un point de vue acoustique, mais c'est aussi ça qui est intéressant. L'acoustique n'est qu'un des aspects de l'acte de construire. Ça a été nécessaire, notamment du fait de la prise au vent de ce genre d'écran-là. Et puis, je crois qu'il y avait aussi un sujet d'écoulement des eaux. Enfin, voilà, deux des problématiques qui ont eu à se poser. Donc, il a fallu quand même maintenir une certaine performance avec ce sujet-là. Et donc, pour essayer de limiter un peu la perte que représente un trou, comme je pense que tout le monde peut l'imaginer dans un écran, ce trou, déjà les dimensions du trou ont été limitées, et surtout on s'est arrangé pour que la structure porteuse derrière fasse masque, et donc qu'on n'ait jamais entre guillemets de vue directe, même si là on parle d'un écran verrier, mais de vue directe entre la rue et le jardin du Quai Branly. Ce qui fait que, alors évidemment, si on est proche et qu'on colle l'oreille, on entend qu'il y a le trou, on le voit, mais en s'éloignant de quelques mètres, d'1 ou 2 mètres, en fait, pour le coup, ça fait plutôt bien son travail, et on a réussi à avoir un mur qui est conforme et qui est cohérent et qui permet d'avoir un espace extérieur qui fonctionne très bien. Combien de distance faut-il pour avoir un affaiblissement sonore? Je pose des questions qui sont presque impossibles à résoudre parce que moi j'ai travaillé avec Charlin, donc qui était un grand acousticien d'ailleurs, et il me disait nous avons la science la plus improbable qui existe. Vous êtes d'accord? Dans une certaine mesure, je suis assez d'accord, pour une raison très simple, c'est que nous sommes donc acousticiens, nous ne sommes pas, nous participons à la conception, on suit ce qui est fait, mais globalement, on donne des indications pour que quelqu'un d'autre, quelques-uns d'ailleurs, fassent le travail eux-mêmes et le posent eux-mêmes. Ce qui met déjà une distance entre ce qu'on peut avoir en tête, nous, quand on pense une salle, quand on pense un ouvrage, quel que soit le projet, et ce qui va être réalisé in fine. Donc il y a un peu de hasard là-dedans, même si...
Alors pour un exemple, hein, si par exemple on fait un immeuble complet tout classique de bureaux avec des plateaux qui sont complètement identiques, on peut être certain que ce qu'on va mesurer entre différents étages, différents bureaux ne sera jamais la même chose, parce que ça n'a pas été posé de la même manière, même pas forcément par les mêmes personnes, pas le même jour. Enfin bon, on a une grosse part d'aléas, en plus de aussi la matière elle-même, parce que bon, mine de rien, la propagation du son, on commence à savoir un petit peu comment ça fonctionne, mais ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Si on veut rentrer vraiment dans le détail, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont prises quand nous on travaille, parce qu'évidemment on fait pas de la recherche, hein, malheureusement on a une réalité économique. On ne peut pas rentrer dans le détail qui serait nécessaire pour modéliser complètement, même dans cette salle-là, la propagation complète d'un son. Donc il y a beaucoup d'hypothèses qui sont prises, des modèles qui existent pour que se caler au plus proche de la réalité. Mais il y a toujours... Est-ce que vous voulez dire par là qu'il n'y a pas de financement de recherche sur l'espace sonore qui pourtant est, je dirais, le quotidien de chacun Alors, honnêtement, je pourrais pas me prononcer là-dessus. J'ai l'impression qu'il y en a quand même. Moi, ce que je vois peut-être plus comme problème, c'est la liaison entre le monde de la recherche et la réalité juste la réalité économique et le monde professionnel, quoi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup... alors, ça remonte un petit peu, mais mes souvenirs de fac et des projets sur lesquels les doctorants avaient pu travailler, il y avait quand même des choses un peu intéressantes, mais je crois pas que ce soit vraiment transférer vers une réalité, quelque chose, un projet concret, quoi. Tout ça, et si on commence par le son, c'est parce que c'est ce qui est le plus méprisé aujourd'hui dans la construction. Aucun de mes amis architectes n'a aucune idée de ça. On parle beaucoup de lumière chez nous, parce que je suis quand même architecte et urbaniste. Et comme je suis urbaniste, j'y attache beaucoup d'importance, mais de fait, le son, ce que je viens de faire, c'est exprès. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on est là. Et voilà. Aussi. Mais donc, de fait, il y a des exemples de grands monuments, mais il n'y a aucune étude de son dans aucun immeuble. Aucun immeuble. Zéro. Hein. Il y en a zéro en France. Les plus récents, les plus anciens, il n'y a rien. On devait parler de la Havane. Oui, pour un dernier petit exemple. En gros, voilà, on a parlé là pour le Quai Branly de l'ambiance sonore aux abords du musée du Quai Branly avec cette voix extrêmement passante. On pourrait parler plus généralement on va dire, du paysage sonore parisien qui est quand même assez marqué de nos jours par la circulation. L'exemple de la Havane, et vous allez comprendre très vite, c'est, on va dire peut-être pas la seule, mais une des rares villes dont le paysage sonore n'a pas beaucoup changé jusqu'à il y a 10-20 ans. Pour plusieurs raisons. La principale, c'était qu'ils n'ont pas pu, parce qu'ils ne produisaient pas leur voiture eux-mêmes, ils n'ont pas pu importer de véhicules pendant un certain nombre d'années. Ils n'avaient pas non plus, d'ailleurs, forcément le budget pour faire des travaux, raser des quartiers, réaménager un petit peu leur ville. Donc, cette ville-là, pour le coup, a été un petit peu figée déjà dans son aménagement et surtout dans son utilisation avec toutes ces vieilles voitures américaines des années 50 qui ont dû être utilisées parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, hein, là encore, ils ne pouvaient pas importer d'autres voitures, et donc qui ont donné cette couleur que je pense beaucoup de gens ont expérimenté de la Havane et ont déjà pu voir dans des films ou dans des photos avec ces vieilles américaines qui circulent encore d'ailleurs, qui sont maintenant plus destinées pour les touristes, pour faire taxi, mais à l'époque étaient utilisées vraiment par tout le monde et qui ont donner ce paysage-là, cette couleur-là à la Havane, avec ce bruit de moteur, vieux V8 un peu vrombissant comme ça. Et donc ça, cumulé à l'absence de réaménagement, de gros travaux pour modifier un petit peu la ville, en fait, a fait que ce paysage-là n'a pas beaucoup, si ce n'est pas du tout évolué, en fait, pendant toute cette période-là. C'est une des seules villes au monde qui a... Je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, en tout cas, qui a suivi cette non-évolution-là. La quasi-totalité des autres villes a évidemment évolué parce que les aménagements ont changé, parce que aussi les véhicules ont changé. Alors on pourrait remonter encore plus loin à l'époque où les rues étaient pavées, peut-être beaucoup plus serrées, rien qu'avec l'exemple de Paris, où l'essentiel de la circulation était des charrettes à main ou à cheval. Ça a encore beaucoup changé. L'intégration de la voiture et l'ajout de la voiture dans ce paysage-là a aussi beaucoup changé les choses. Le changement des routes pavées par des revêtements un petit peu plus lisses. Les grands réaménagements, là encore avec l'exemple de Paris et les grandes rues, grands axes créés par Haussmann, qui ont aussi donné un peu d'air pour certains bâtiments, mais dans le même temps on a pu construire plus haut, donc forcément on a fait des petites cuves qui font que le son a un petit peu plus tendance à rester là.
Et on pourrait même imaginer maintenant, alors je pense que tout le monde a expérimenté Paris et la circulation, les bouchons, mais on peut aussi se projeter sur ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Là, on parle de plus en plus. Alors, Paris a été beaucoup modifié dans sa circulation avec l'intégration des voies cyclables, etc., ce qui a mine de rien déjà quand même beaucoup impacté le paysage sonore. On pourrait imaginer aussi que dans quelques années, pourquoi pas, si on passe au tout électrique, on n'aura plus du tout le même ressenti, plus de bruit de moteur dans Paris, ce qui changera encore ce paysage-là. Donc c'est normalement en constante évolution. Donc l'exemple de la Havane est un peu intéressant dans la mesure où ça a été vraiment figé pendant un certain temps. Maintenant, ça va changer, ça a changé déjà, et puis... Et là-dessus, vous êtes intervenu à la Havane ? Non. Mais on aurait pu, pour le coup. On aurait pu, parce qu'il y a peut-être un peu justement d'aménagement, parce que je pense que c'est l'intérêt de refaire des travaux maintenant, de repenser des villes, ce qu'on ne peut plus forcément faire dans des villes comme Paris ou comme beaucoup d'autres villes d'ailleurs. On ne peut pas forcément réaménager ou repenser un quartier complet, parce qu'on ne va pas raser un quartier complet, tout simplement. Je pense qu'à La Havane, il y a peut-être même encore moyen d'ailleurs de faire ça, donc de repenser un quartier aussi du point de vue de son ambiance sonore, comme ce qu'on peut faire là, mais à des échelles un peu plus réduites, et voilà, voir un peu son organisation, les axes. Quelle est la meilleure ambiance sonore ? Comment améliorer ? Je prends la rue de Rivoli. La rue de Rivoli aujourd'hui, telle que l'a transformée, enfin provisoirement peut-être, notre maire, elle est d'une tristesse infinie parce qu'elle n'a plus de bruit. Et peut-être que c'est le souvenir de mon enfance ou de ma jeunesse ou d'autres années, il n'y a pas si longtemps quand même. Non, moi je reste enfant. Mais de fait, une rue sans bruit comme celle-là, où il n'y a pratiquement aucune circulation que sur une file, et très souvent le dimanche il n'y a rien, et bien tout d'un coup on se dit ça ne fait pas ville. Et parce que dans une nature, il y a toujours un arbre dont les feuilles frissonnent. Il y a toujours quelque chose qui est un accompagnement. Et vous n'avez pas parlé du bruit comme compagnon. C'est vrai. Pour le coup, c'est vrai que dans notre métier, malheureusement, dès lors qu'on parle de bruit, on cherche surtout à l'atténuer autant que possible. Dans de très rares cas, on peut être amené à créer du bruit qui soit à la limite entre bruit et le son, on va dire. Alors vous allez comprendre très vite ce que je vais dire. Pour certains espaces extérieurs du musée du Louvre, et plus particulièrement pour les jardins de l'Infante, qui sont un peu, à l'instar du quai Branly, exposés assez directement à la circulation. L'objectif étant, alors il y a des travaux qui sont en cours, quasi finis d'ailleurs, ou qui sont finis. L'idée était de créer et de pouvoir. Donc ce jardin-là, l'idée était donc d'en faire une partie intégrante du parcours de visite du musée du Louvre. Et malheureusement, on peut pas forcément mettre un mur, même complètement vitré, de 5 mètres de haut, surtout devant le Louvre. Là, pour le coup, l'idée, ça a été quand même d'essayer de rajouter des éléments pour atténuer un petit peu ce bruit issu de cette circulation, qui sont masqués dans la végétation. Pour le coup, parce que on peut utiliser la végétation, mais pas uniquement. Donc, on l'aide un petit peu pour que ça fonctionne. Typiquement, créer des haies qui masquent en fait des murs un peu absorbants et un peu hauts. Voilà, là au moins, ça a de l'efficacité. Et en complément de ça, parce qu'évidemment ça ne suffisait pas, on a modifié un petit peu une fontaine je pense que tout le monde ici peut trouver ça un peu agréable. Mais donc on a dimensionné, c'est rare, mais on peut le faire, dimensionner une fontaine qui fasse suffisamment de bruit, mais un bruit qui reste quand même agréable. Normalement, un bruit d'écoulement d'eau, ça reste quand même plus agréable que le bruit de la circulation à Paris. Pour faire en sorte de masquer un peu justement ce bruit de circulation-là et avoir une ambiance un peu forcée, mais maîtrisée et qui permette au moins de limiter un peu le ressenti de cette circulation-là, juste en se concentrant, parce que naturellement, on va avoir tendance quand même à se concentrer, alors malheureusement sur des sons qui peuvent être répétitifs et nous embêter un petit peu, mais on va dire que pour la plupart des gens, le son de l'eau qui coule d'une fontaine ou quelque chose, ça peut rester quand même quelque chose d'apaisant. Et donc d'avoir cette source-là de bruit juste à côté, au-delà de l'aspect esthétique de la chose, mine de rien, crée une ambiance qui permet un peu d'oublier cette circulation et d'avoir un... Sauf que le jardin de l'Infante reste fermé. Oui, ça, c'est il reste fermé parce que les conservateurs du Louvre ont dit comment ouvrir ça au public. Ah non, jamais. Voilà, parce qu'il faut dire, il y a
Je dis une dernière chose, mais vous pouvez poser quelques questions, on a très peu de temps, mais de fait, quand j'étais à Versailles, moi j'étais à la conservation, il y avait une telle opposition entre architecture, c'est-à-dire environnement, jardin, et l'intérieur, et pourtant théoriquement ils devaient être amis, mais ils se détestaient, enfin entre le moine et Dumont, et le symbole de ça, parce que c'est administratif, c'est que l'épaisseur du mur était divisée en deux. L'intérieur était à nous, conservateurs, et l'extérieur était à l'architecte. C'était le même mur, évidemment, mais c'est dans l'épaisseur. Voilà. Il n'empêche que je crois qu'on pourrait résumer le bruit et le son au fait que quand on se trouve dans un appartement très grand et qu'on est tout seul le soir et qu'on a eu l'habitude d'avoir une grande famille, tout d'un coup, il y a un vide. Le son est quand même ce qui accompagne le vivant, n'est-ce pas ? Ouais. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est là encore un dernier exemple. Je pense que tout le monde a vu et a vécu le confinement quand il y a eu le Covid, qui a forcé quand même beaucoup de gens à rester à l'intérieur. Mine de rien, ça a complètement changé aussi notre perception de notre vie, de notre ville, avec les conséquences que ça a pu avoir chez certaines personnes, qui sont, voilà, ça a pu être un petit peu compliqué. Donc je pense ça a permis. Alors ça a eu cet avantage de se faire un peu que les gens se rendent compte de ce que ça peut impacter, de ce que l'ambiance sonore, le paysage, le bruit peuvent impacter nos vies. Mais bon, malheureusement, on est reparti comme en 40 et je suis pas certain que ça ait vraiment fait bouger, en tout cas pour l'instant, fait bouger les choses. Est-ce que depuis le temps que vous pratiquez votre métier, le métier a évolué dans la demande et évolué dans la fourniture ? J'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué. Les sujets sont toujours les mêmes. Alors après, c'est peut-être plus. On a toujours l'impression que c'est mieux avant, hein, mais même déjà il y a une petite dizaine d'années, il y avait peut-être moins de sujets. On se posait peut-être moins la question sur des projets d'un budget qui est très limité. On avait peut-être un peu plus de liberté. Et alors là, je parle pour moi acousticien, mais j'ose à peine imaginer ce que c'est pour les architectes, qui se voient dépouiller leur projet juste pour des raisons. C'est à tel point que maintenant, sur beaucoup de bâtiments, à la limite, le seul élément qui reste, et encore, hein, vraiment, et encore à la charge et avec un peu de liberté à l'architecte, c'est ce qui se passe à l'extérieur, c'est la façade. Mais après, l'intérieur, il y a tellement de règles, de contraintes que, à part un choix de faux plafond, de perforation de faux plafond, ça se limite à ça, quoi. Et c'est heureusement heureusement et malheureusement, la réglementation est évidemment la seule chose qui contraigne un petit peu les maîtres d'ouvrage pour la partie acoustique. Très régulièrement, en revanche, et là je parle surtout pour des projets de bureau, à chaque fois on nous pose la question de oui, mais là ce que vous demandez, est-ce que c'est réglementaire ? Et on leur dit non, parce qu'il n'y a pas de réglementation vraiment spécifique qui s'applique au bureau. Alors c'est un exemple, mais il n'y en a pas. Alors la seule qui s'applique, c'est sur les établissements qui reçoivent du public, avec sur la partie acoustique une aire d'absorption équivalente, mais que pour les espaces d'accueil. Alors, je mets de côté aussi la réglementation sur les bruits de voisinage qui, évidemment, s'applique à tous les bâtiments. Mais sinon, dans les bureaux, il n'y a vraiment que ça. Et c'est pareil pour partout, même pour les logements, parce que, mine de rien, la réglementation date un petit peu. Alors, c'est très bien qu'il y en ait une, évidemment. Le problème, c'est qu'elle n'est peut-être pas forcément adaptée aux nouveaux modes constructifs. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé ou on en parlera, mais voilà, on est obligé de construire avec une part de bois assez importante. Ce qui peut être très joli, acoustiquement, bizarrement, c'est quand même un petit peu moins performant. Hein, parce que ça ne l'est pas du tout. Je reste mesuré, je vais pas, voilà, mais non, mais je vais pas dire, non, mais voilà. En fait, le problème, c'est pas tant le matériau lui-même, c'est la façon dont on le traite. Si on espère faire la même chose que ce qu'on faisait il y a 20 ans avec, je sais pas, si on a une enveloppe donnée par un PLU, je sais pas, à 18 mètres, on sait qu'on pourra faire tant d'étages. Tout en faisant du bois, c'est pas possible. Évidemment, on va dans le mur parce qu'on va se dire, j'ai un plancher qui doit faire 20 cm. Allez, 18 s'il y en a qui sont joueurs. Non. En bois, non. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, de toute façon, si on veut construire en bois, il faut s'en donner les moyens. Par moment, on y arrive, et c'est très bien, mais ça veut dire qu'on a forcément le maître d'ouvrage perd un étage. Tant pis, mais en même temps, c'est le seul moyen pour que ça marche. Le seul problème, il est là. Enfin, en tout cas de ce point de vue-là. Après, d'un point de vue réglementaire, là où je disais que c'était pas forcément pris en compte, c'est que là encore, cette réglementation rien que pour les bâtiments de logement, mine de rien, à plus de 20 ans, à cette époque-là, on construisait surtout en béton. Donc les performances qui sont données donnent un confort qui correspond à peu près à ce qui est acceptable avec ce système constructif-là. Le désavantage que ces objectifs ont, c'est qu'ils ne prennent pas forcément en compte, si vous voulez, par exemple,
quand on parle de l'isolement entre deux, je suis désolé, ça prend du temps, je pourrais en parler toute la journée, mais si je considère le cas de l'isolement entre deux logements, la réglementation donne une valeur globale qui est calculée, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fonction d'une courbe de référence, désolé, ça fonctionne tout seul, comparaison à une courbe de référence avec un spectre donné. Ce spectre, cette allure-là du spectre, correspond globalement à ce qu'on peut avoir comme allure pour l'isolement ou l'affaiblissement d'une paroi en béton, avec quand même un petit peu d'isolement en basse fréquence, mais forcément beaucoup moins qu'en moyenne et haute. Si je prends à performance globale équivalente la même courbe, mais pour des parois en bois, en basse fréquence, ça n'est pas du tout la même chose. Mais pas du tout la même chose. L'indice global sera le même, mais en basse fréquence, ce ne sera pas du tout la même chose. Le problème, c'est que, malheureusement ou heureusement, tout le monde peut être juge de la performance acoustique de n'importe quoi de son logement, parce que tout le monde a des oreilles. Le ressenti étant pas du tout le même, évidemment, on va avoir beaucoup plus tendance à entendre ce qui se passe en basse fréquence avec un séparatif en bois. Par exemple, entendre des gens marcher au-dessus, même pas forcément des judokas, pas obligé d'avoir Teddy Riner au-dessus pour l'entendre avec un logement en bois. Et mine de rien, cet aspect-là n'étant pas pris en compte, en fait, on peut livrer maintenant des logements neufs qui, techniquement, respectent la réglementation, mais d'un point de vue ressenti, d'un point de vue expérience, n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait livrer au même moment, mais avec une structure tout béton, avec des séparatifs un peu plus classiques. On va vous applaudir. Est-ce qu'il y a une question? Pas? Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Et quid de la place du végétal et du paysage, des arbres, tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire des simulations aussi avec, prenant compte de la partie végétale? Parce qu'on parle plutôt du bâtiment et bon, l'exemple mais avec du construit quand même. Donc, est-ce que vous avez des références là-dessus? Alors, on a parlé juste avant du jardin de l'Infante, qui est une des références où là, pour le coup, on pourra de toute façon. Alors, dans la plupart des cas, on n'utilise jamais purement le végétal comme moyen de corriger ou d'isoler ou de créer une ambiance acoustique particulière. En revanche, on peut utiliser le support de ce végétal-là ou intégrer dans le support du végétal quelque chose qui ait une portée acoustique. Donc l'exemple du jardin de l'Infante, c'était, je ne peux pas dessiner là, mais faut imaginer en plein milieu des haies, pour le coup, deux haies qui sont poussées de part et d'autre d'une paroi qui, elle, fait l'efficacité acoustique. La haie permet de l'englober et d'améliorer encore un tout petit peu, mais on utilise, en tout cas nous, on n'a jamais utilisé uniquement le végétal pour faire de la correction, pour traiter quelque chose. On peut citer un autre exemple vous en avez peut-être vu aux abords de certaines autoroutes ou même du périph' dans certaines zones, des écrans acoustiques qui sont végétalisés. Ils sont végétalisés certes, mais le substrat sur lequel cette végétation pousse, c'est lui qui fait cette absorption-là. Le végétal en lui-même, malheureusement, alors je vais quand même nuancer, mais malheureusement, n'aura pas forcément une efficacité qu'on pourra mesurer, qui aura vraiment un impact. En revanche, l'impact qu'il a est plus indirect dans la mesure où on entend certes avec ses oreilles, mais aussi avec tous les autres sens qu'on peut voir. Et typiquement, quand on est dans une salle, je peux vous faire une même salle de concert avec exactement les mêmes caractéristiques, la même réponse acoustique, la même durée de réverbération, sauf qu'il y en a une avec un visuel un peu béton et l'autre avec un visuel plutôt bois. Je suis certain, on va dire à 95% des gens vont préférer la salle avec un visuel bois, alors que les deux auraient exactement les mêmes caractéristiques. Donc juste pour illustrer le fait qu'on entend avec les oreilles, mais ce qu'on peut voir aussi peut l'impacter. Donc le fait d'avoir une végétation, mine de rien, impacte aussi l'expérience qu'on peut avoir d'un paysage sonore particulier et peut l'améliorer un petit peu. Mais généralement, nous, sachant qu'on essaie quand même d'avoir des objectifs un peu chiffrés, d'avoir des objectifs qu'on peut après vérifier, on utilise des éléments sur lesquels on rajoute un peu de végétalisation pour avoir une efficacité acoustique.
qui est très important dans ce qui vient d'être dit, puisqu'on parle du corps, mais ça, bien que j'y suis très attaché, je n'en suis pas le spécialiste, on n'entend pas qu'avec ses oreilles, évidemment, puisque le nerf auditif conduit directement au cerveau. L'oreille, c'est ce qui est le plus directement branché sur tout le système qui gouverne le système nerveux central. Mais effectivement, tout ça retentit et se retransmet, parce que n'oubliez pas que l'information, elle est dans les deux sens. Enfin, Claude Agege, qui parlait 35 langues, et j'ai essayé en son temps d'en parler autant, et je n'ai pas réussi, mais disait toujours qu'on est des informés informant informés. C'est-à-dire que ça va et vient entre le cerveau et par l'oreille, tous les autres sens sont informés. Et c'est pour ça qu'on entend aussi avec ses yeux. C'est très clair que lorsque je me mets au premier rang, je prends l'exemple, puisque je suis pianiste d'origine, que je me mets au premier rang à l'auditorium pour regarder tel ou tel pianiste et ses mains, ben il est évident que ses mains, les mains de Glenn Gould, alors lui en Suisse il chantait, moi aussi quand je joue je chante, enfin je fais n'importe quoi, mais je veux dire évidemment que les mains me font entendre tout autant que le son percuté, c'est clair. Voilà, c'est ça que vous avez dit. Et c'est là où le métier d'acousticien est extraordinaire. Enfin, moi, j'aurais aimé faire tous les métiers, mais j'aurais aimé faire ce métier-là parce qu'il est approximatif. On est d'accord. C'est un métier totalement approximatif. Et donc, comme ça existe aussi en géométrie, la géométrie approximative, hein, vous savez, c'est la quadrature du cercle. C'est ça la géométrie. C'est technique, hein, ce que je dis là. Et ben, évidemment, c'est extrêmement passionnant. Et c'est une géométrie invisible, celle du son. Enfin, elle a des courbes, elle a tout ça, mais le tracé, sauf pour le spécialiste, et même on peut voir le son. On peut voir. D'ailleurs, je me rappelle que moi, j'ai été le vice-président des amis de Nicolas Schoeffer qui a inventé la sculpture cybernétique. Et justement, la sculpture cybernétique jouait sur ces trois aspects. Et jouait notamment sur la notion du temps, parce qu'il y a le temps d'information. Voilà, le son va plus ou moins vite, et l'information qui vient, c'est d'une complexité inouïe. Hein. On a parlé d'acoustique, mais on aurait pu parler simplement d'intelligence du vivant. Voilà, c'est aussi ça.